Alors, il y a une chose assez intéressante que je dois mentionner au point de départ, c'est qu'il y a eu une implication soutenue de la part des constituantes au tout début, notamment l'UQTR, enfin, qui ne portait pas ce nom-là en 69, mais en 69, mais je reviendrai là-dessus, l'UQTR et l'UQAC dans la création de cette initiative, l'OUI. Et au cours des années, les constituantes se sont impliquées. L'UQAM, des fois, en sortait complètement. L'ETS, récemment, est très impliqué dans l'OUI. D'autres, pas du tout. De telle sorte que quand j'ai posé la question autour de moi, j'ai demandé à des collègues, mais connaissez-vous l'OUI? J'ai eu droit à un silence impeccable. Or, c'était quand même assez extraordinaire parce que c'est par excellence la projection du modèle UQ sur les Amériques. Alors, c'est de ça que je voulais traiter, parce que ça me semblait important de le faire. Ça me semblait aussi important parce que j'ai une espèce de devoir de mémoire, là, qu'une initiative aussi magistrale, qui a encore une importance considérable dans les Amériques, soit si peu connue chez nous. Et à la limite, ce que je voudrais faire, c'est qu'en même temps, les constituantes, les profs dans les constituantes se réengagent dans cette organisation. Alors, ce que je voulais faire, au point de départ, je vais lire mon début pour que vous voyez un peu où je suis, là. Et ensuite, je vais laisser mon texte parce que ça va être mieux si je le dis plutôt que de le lire. Alors, l'objectif de la contribution est de présenter une initiative aujourd'hui méconnue au Québec, en particulier. Elle est connue partout dans les Amériques, mais pas ici. Même au Canada, d'ailleurs, parce que le président actuel de l'OUI est Cahoon, qui est recteur d'une université, Royal Roads University à Vancouver. Donc, une initiative lancée à l'instigation du siège social de l'UQ et de son président de l'époque, Guy Boulay. Ce projet a pris la forme d'une organisation qui visait à constituer en réseau les universités et les établissements d'éducation supérieure dispersés à travers les pays des Amériques. Né il y a bientôt 40 ans, l'OUI compte aujourd'hui 350 universités membres, c'est quand même pas rien, et dont 50 membres associatifs. Or, ce qu'il y a de plus original et innovateur dans cette initiative, ce n'est pas le projet de créer un énième réseau d'universités, mais bien celui de l'étendre à la grandeur des Amériques, et ce faisant, de transposer l'idée d'interaméricanité au monde universitaire, ça c'est une originalité étonnante, d'une part, mais surtout, ce faisant, d'enrichir de manière inédite la notion de mission sociale des universités. Alors, je reviendrai là-dessus, quand je présenterai un peu les différents programmes de lui. Alors, j'ai partagé la présentation, puis le chapitre éventuellement, 3 sections. La première, c'est j'ai une double mise en contexte à faire. Première mise en contexte, bien sûr, revenir sur la vague de création d'universités, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que la vague de création d'universités conduit à une vague de création de réseaux d'universités. Donc, il y a un parallèle assez intéressant entre les deux. Ça, c'est première mise en contexte, je dis bien. La deuxième, c'est revenir sur les relations nord-sud dans les années 60, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là aussi, je vais le mentionner tout à l'heure. La seconde section porte sur la création de l'OUI, les principaux programmes de l'OUI. La troisième sur les contributions de l'OUI à la mission sociale des universités et à l'interaméricanité. En conclusion, je vais soulever quelques questions théoriques. Alors, je ne sais pas exactement encore, vraiment, je vous l'avoue, comment intégrer ça dans le cheminement de mon texte. Alors, première mise en contexte, on en a parlé, je ne reviendrai pas sur la vague de création d'universités dans les années 60, ici et ailleurs, au Canada, en Europe, etc., poussée démographique. On passe au modèle de société post-industrielle, l'explosion des expertises, la critique des universités élitistes, traditionnelles. J'ai un chiffre ici. Par exemple, entre 60 et 65, le pourcentage des effectifs au niveau universitaire croît de 80 %, etc. Là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant un certain temps, au Québec, les dépenses gouvernementales dans le domaine de l'éducation dépassent toutes les autres dépenses, y compris celles en matière sociale. Bon. Alors, c'est dans ce contexte qu'on assiste. On les a mentionnés ce matin, je voulais y revenir, les fameux articles 3 et 30 de la loi constitutive de l'UQ, parce que ce qu'on n'a pas relevé quand on les a cités, c'est que l'UQ a une mission qui est différente de celle des constituantes. C'est-à-dire qu'elle est réduite. L'université, l'université elle-même, l'UQ, a pour objet l'enseignement supérieur et la recherche. Elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres, point. Quand on regarde l'article 30 sur les constituantes, on dit l'université constituante a pour objet l'enseignement supérieur, la recherche, et notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres, mais il y a un ajout. Elle peut également offrir des services à la collectivité qu'elle dessert. On n'a pas les services à la collectivité pour l'UQ. Et c'est assez important de le souligner parce que l'initiative dont je vais parler, c'est une initiative
de services à la collectivité. Et on a beaucoup critiqué, certaines constituants ont beaucoup critiqué le réseau d'aller dans cette direction-là, alors que ça leur semblait tout à fait inutile, ces ressources-là, surtout qu'au début, le réseau a mis beaucoup d'argent dans la formation et le support à l'OUI. Il y a plusieurs constituants qui ont critiqué ça au point de départ parce que ça ne faisait même pas partie de sa mission. Bon. Alors, c'est la première chose que je vais dire comme tout premier point de mise en situation. Le second, c'est revenir sur la création des réseaux. Alors ça, c'est assez intéressant. Pourquoi je voulais le faire, c'est que ça montre un peu que l'initiative de l'UQ vient s'insérer par défaut dans les Amériques aussi, parce que tous les autres réseaux sont vraiment occupés. Il y a un réseau qui a été créé en 1911, j'ai trouvé ça amusant de le mentionner, c'est le réseau, comment il s'appelle? Le réseau de Colleges of the Empire, qui est devenu Colleges of the Commonwealth. Mais bref, l'Université de Montréal a créé l'OPELF dans les années 60. Les Latino-Américains avaient créé l'Association nationale de Universidades et Institutos de Enseñanza, etc., donc latino-américain en 1950. Donc, il y a tout un ensemble de réseaux d'universités en Europe, en Afrique, dans l'Asie du Sud-Est. C'est assez impressionnant, mais du côté de l'interaméricanité, rien. Alors là, deuxième élément de rappel, le rôle que joue cette interaméricanité dans les années 60. C'est bien sûr, ce qui va peut-être que l'élément déclencheur, c'est la révolution à Cuba, parce que la révolution à Cuba en 1959 va amener le président Kennedy à lancer l'Alliance pour le progrès. Alors les plus jeunes dans la salle se souviennent bien de l'Alliance dans le progrès, qui était une espèce de vision des États-Unis d'essayer de projeter sur les Amériques une démarche puis une action moins impérialiste que celle qu'ils avaient assumée jusque-là. Ça ne changera pas la baie des cochons en 62, mais en tout cas. Mais bref, c'est une première idée d'interaméricanité. Il y en a d'autres, je ne vais pas revenir sur ce dossier-là, il y en a en 48, il y en a même au 19e siècle. Mais, donc c'est peut-être le premier élément parce que l'Alliance pour le progrès est un échec dans les fin des années 60. Et c'est ce qui fait, là, fin des années 60, le Canada va en quelque sorte entrer dans ce dossier-là, et on va voir l'ACDI en particulier, créé en 1968, je ne lis plus mes notes là, 65, quelque chose comme ça. L'ACDI va investir beaucoup en Afrique et en Amérique latine, et il y a plusieurs universités, entre autres l'Université York, l'Université McGill, qui se lancent de plus en plus dans la création de réseaux avec des collègues latino-américains. De ce que je veux dire, donc, c'est que l'initiative de l'UQ n'apparaît pas dans le vide. Il y a deux éléments. Dans ça, il faudrait mentionner aussi ce que je fais dans le texte, la proclamation de la décennie du développement par les Nations unies au début des années 60. Donc, il y a quelque chose qui nous amène à regarder vers le sud. Alors, une fois cette double mise en contexte faite, j'arrive à la création de l'UQ comme telle. Alors, le projet de création d'une association universitaire interaméricaine est dû à Gilles Boulet, qui est le troisième président de l'UQ. Professeur d'histoire des civilisations d'Amérique latine durant les années 60, il porte ce projet sur les fonds baptismaux une année à peine après sa nomination à la présidence de l'UQ en 1978, et ce pour souligner le 10e anniversaire de du siège social, du réseau, en 1979. Il y a une petite note en bas de page ici, là, c'est assez curieux d'ailleurs parce que je me suis fait dire par mes interviewés, j'ai interviewé quand même quelques personnages dans ce dossier-là à Québec, ils m'ont tous dit que Gilles Boulet est un homme remarquable, mais il parlait très mal anglais, pas l'espagnol et pas le portugais. Donc effectivement, ça fait un peu bizarre que quelqu'un qui est le phare de ça, je ne voudrais pas jeter de l'ombre sur sa mémoire et sur son rôle, mais ça fait un peu curieux. Alors, il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière lui, François Loriot, qui lui est polyglotte et à qui il donne le mandat de parcourir les Amériques dans l'année qui précède la création de l'OUI en 1979 pour tester un peu le projet. Donc, ce François Loriot, sur qui je ne suis pas capable de mettre la main d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce monsieur. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont décédés, mais lui, je pense qu'il est à New York, mais je n'ai pas pu mettre la main sur lui. En tout cas. Donc, le premier congrès de fondation de l'organisation a lieu à Québec du 13 au 16 octobre 80. Rendant compte de l'événement, le journaliste du magazine de l'UQ souligne que pour la première fois dans l'histoire de l'éducation en Amérique, plus de 250 personnalités venant de 25 pays ont ajouté à l'événement. Il ajoute ceci. Lors du Congrès de Québec, il s'est établi de nouvelles formes de coopération avec les universités afin qu'elles contribuent efficacement au développement économique et social de chacun des pays. Alors, j'ai des citations du président lui-même. Il y en a peut-être une qui est assez intéressante.
celle-ci, il présente sa vision de l'organisation. Cet objectif, oui, c'est ça. Ça m'apparaît très intéressant ce qui va suivre, écoutez bien. Cet objectif de l'OUI demeure toujours le même. Alors, c'est en 81. Établir le contact entre les universitaires de tous les pays des Amériques de façon à établir à travers le continent américain un courant de communication qui ira s'amplifiant et qui permettra, en dehors de toute préoccupation idéologique et politique, l'incidente est fondamentale, permettra aux universités des trois Amériques de se mettre au service de l'homme américain, en italique. C'est peut-être ça qui fait, au fond, le succès de la démarche, c'est que Boulay voulait, au point de départ, se situer en marge des questions idéologiques et politiques. C'est, au fond, quand on regarde en arrière, ce qui a plombé les projets des Américains. C'est que c'était beaucoup trop politique. Il y avait de l'impérialisme là-dedans. On peut utiliser ce mot-là, même à McGill. Là. Il y avait un impérialisme dans ça, alors que pour les Américains eux-mêmes, bien sûr, c'était pas ça. Ils voulaient faire les bonnes œuvres. Mais alors, le Canada arrive, mais arrive pas seulement parce qu'il n'est pas du côté des États-Unis, mais surtout avec cette vision-là. Ce serait intéressant maintenant d'interviewer les premiers latino-américains qui ont été confrontés à ce rêve-là, parce que pour un latino-américain être apolitique, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur gène, donc je ne sais pas exactement comment ils ont pu réagir, mais ça serait intéressant d'aller regarder ça. Alors, l'OUI appliquera une certaine décentralisation. Alors, le succès viendra très vite. Hein. Je saute un peu, là, je vais revenir en arrière. À peine lancé, l'organisation reçoit 130 projets de coopération et des 56 membres qui sont à la Fondation, 2 ans plus tard, sont 213. Donc, il y a vraiment une espèce d'appel d'air, là, cette idée d'américanité. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette double mise en contexte. C'est sûr qu'elle a été portée, mais elle tombait bien. Parce que depuis le Sud, on a tout de suite embarqué dans ce projet. Alors, l'OUI est organisé avec un système assez complexe. Je ne vous donnerai pas l'évolution, mais à l'heure actuelle, par exemple, il fonctionne en une division en 9 régions. Hein, les Amériques ne sont pas un bloc, il y a 9 régions. Dans ces régions, il y a des pays qui sont des régions. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil constituent des régions. Et les 5 autres régions, ce sont des regroupements de pays. Et d'ailleurs, ça a déjà été assez compliqué d'imaginer ce regroupement-là. Pour l'Amérique centrale, la Caraïbe, ça va. Mais quand vous arrivez sur le côte sud, là, ça devient un peu compliqué. Tel pays ne veut pas être dans telle région. Bon, bref, ils ont défini 9 régions. Et un des secrets, c'est justement cette idée de décentraliser les projets au niveau des régions. Donc, j'ai mentionné cette idée d'apolitisme, loin de toute ferveur idéologique. Mais il faut voir aussi que ce qui a beaucoup joué pour enclencher le succès de la démarche, c'est de passer d'une vision fondée sur l'assistance à une vision fondée sur la coopération. Et je pense que ça a été fondamental dans le projet, dans la mission et dans la vision de l'Organisation universitaire interaméricaine, de délaisser, parce que l'Alliance pour le progrès, c'était quand même encore de l'assistance. Les grands projets qui venaient même de l'Europe sur les Amériques, c'était des projets d'assistance. Alors que là, on change de paradigme en quelque sorte, on va vers une coopération, et cette coopération, bien sûr, tombait très bien dans l'esprit des latino-américains, parce qu'il faut voir qu'à la même époque, l'Amérique latine connaît aussi cette vague de création d'universités. Donc, on a en quelque sorte le modèle UQ, ou les constituantes, c'est le genre de prolifération de modèles qu'on a dans le Sud, de sorte que la mise à niveau que fait l'initiative de Boulay de vouloir créer cette organisation tombe vraiment très bien. Alors, si au départ, on peut avoir l'impression, parce que j'ai mentionné le nombre de réseaux, là, dans le texte, je donne toute une série de réseaux qui ont été créés. Plusieurs des réseaux d'universités sont vraiment ce qu'on appelle, de manière peut-être un peu critique, des clubs de recteurs. Alors que celui-là, oui, est lancé par des recteurs, mais très vite, il est décentralisé et on assiste à l'implication, alors non seulement des professeurs, comme on a vu dans la présentation de Sylvie de Grosbois, non seulement des profs, mais surtout des administrations. Et c'est ça qui est assez intéressant, au fond, c'est qu'on oublie toujours qu'il y a une mission sociale à faire aussi avec les administrations, mais faite par les administrations. Alors, le meilleur exemple de ça, c'est le tout premier projet, le projet qui va assurer le succès des autres projets de l'UQ. C'est un projet qui porte un nom tout à fait canadien, enfin, un acronyme tout à fait canadien, IGLOO. Alors, bien sûr, pour les latinos, ça faisait un petit côté un peu comique. Et je me suis laissé dire par un des promoteurs de ce projet-là, Pierre Cazalis, quand je l'ai interviewé à Québec il y a quelques semaines, qu'ils avaient découvert, comme ça arrive souvent, ils avaient découvert l'acronyme avant de savoir ce que ça allait dire.
pour faire plaisir aux Latinos. Donc, les Québécois, dans le contexte, avaient un petit côté humoristique. Alors, IGLOU, c'est l'Institut de gestion des leaders universitaires. Et ce projet, justement, il tombait très bien parce que l'idée, c'était de fournir à tous ces personnels d'université, les universités, on a donné le cas de l'UQ ou même de l'UQAM, alors parlait tantôt en aparté de la création de l'UQAM, c'était bancal, plus bancal que ça, c'est pas possible, c'est de l'improvisation pure, mais on a l'impression qu'il est arrivé seulement ici, à Montréal et peut-être dans d'autres constituants, mais en fait, ça s'est passé un peu partout comme ça. Les universités ont été créées dans la précipitation, sous la pression démographique, sous les contestations étudiantes, tout un ensemble d'éléments qui ont fait que ce qui s'est produit ici n'est pas tellement québécois, mais c'est plutôt la norme. Moi, j'ai soutenu mon doctorat à Vincennes, c'était chaotique, Vincennes, en 73, après Jésus-Christ, vous avez compris. Donc, c'était complètement chaotique, là. Alors, mais il faut voir donc que ce genre de situation-là se produisait partout, d'où des leaders universitaires, mais qui ne savaient pas quoi faire, qui improvisaient, et l'idée de pouvoir rendre ce service, cette mission, de leur donner des formations, alors qu'on disait que ceux qui faisaient de la formation de leaders universitaires étaient complètement dispersés, complètement isolés. Alors là, il s'agissait de mettre tout ça à niveau, et ce programme a eu un succès colossal, et il poursuit encore aujourd'hui, presque 30 quelques années plus tard, parce qu'il a été fondé 2 ou 3 ans après la création du CU. Il y a eu d'autres projets. Là, moi aussi, on le regrette beaucoup que Michel Umbriaco ne soit pas là, parce que le deuxième projet, c'est l'idée d'un consortium réseau enseignement à distance, le CREAD, et ce que j'aurais voulu savoir, parce que je dois savoir pour faire mon texte, il va falloir que vous attendiez, c'est qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est l'UQ qui est venu avant ou c'est celui-là qui a inspiré l'UQ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être plus de synergie, de contact entre ce fameux projet que tout le monde a oublié, et qui, historiquement, a peut-être débordé ici, ou peut-être que des initiatives d'ici ont débordé sur le projet. Et c'est ça qui devient intéressant, bien sûr, quand on veut essayer de suivre cette initiative. Alors, il y a d'autres projets. Il y en a un qui concerne, alors le premier, IGLOU, concernait surtout les leaders universitaires, enfin les administrations universitaires. Il y en a un dans lequel j'ai été très impliqué, et c'est peut-être pour ça que je connais bien l'OUI et ses dirigeants actuels ou récents, le COLAM, le Collège des Amériques, qui est logé à l'Université de Montréal, au même étage que le Cirium, d'ailleurs, dans l'édifice sur Jean-Briand. Et le Collège des Amériques, lui aussi, fonctionne. Fameuse idée, fonctionner en réseau relativement indépendants les uns des autres. Et il y a un réseau femmes, il y a un réseau gouvernance. Et les universités, les chercheurs qui sont intéressés par un réseau s'accrochent au réseau en question et le créent dans leur milieu. Donc, il y a une façon, là, de refaire à une autre échelle ce dont il a été question tout à l'heure. Il y a deux autres programmes récemment. Lui me dit 2, puis il me dit 5. 5 minutes, moi je viens de dire 2. Bon, d'accord, merci. Donc, ça fait 7. D'accord, merci. Un autre qui a été créé récemment, plus récemment, Campus, se décline lui aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle Social Campus. Alors là, c'est délibérément aller sur les missions sociales des universités dans les Amériques. Alors, je fais une publicité, je n'ai pas le livre, mais on a organisé un colloque là-dessus, quand j'étais à l'Institut, conjointement avec l'OUI, sur la mission sociale des universités dans les Amériques, toujours disponible. Le livre a été publié par les éditions de l'Institut d'études internationales de Montréal, dans les 4 langues officielles d'ailleurs, il y a 2 ans. Et c'est cette publication-là, c'est l'initiative qui nous a valu le fait que, en partie, le Congrès des Amériques sur l'éducation internationale, la 5e édition, va se tenir à Montréal au mois d'octobre prochain. Alors, j'aurais mentionné, parce que notre vice-présidente va être là bientôt, la création d'un programme qui s'appelle Emulies, qui se décline de manière suivante, Espace de femmes leaders d'institutions d'enseignement supérieur des Amériques. Là encore, l'interaméricanité. Alors, je pense que j'ai 6 minutes, là, si je comprends. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais la contribution de l'OUI à la MSU, à la mission sociale des universités, est vraiment remarquable à tous égards, là, aussi bien parce qu'elle touche non seulement les profs, les étudiants, profs et chargés de cours, il a peut-être fallu mentionner les chargés de cours tantôt, qui étaient aussi impliqués dans ça, profs, chargés de cours et étudiants, parce qu'il y a des cours en ligne, le COLAM donne des cours en ligne, à la fois en ligne et présentiel, les administrations, les personnels des universités, mais aussi une espèce d'interaméricanité en acte.
et en somme, avec ses presque 40 ans d'expérience dans la mise en œuvre de stratégies innovatrices à travers ses programmes de formation et ses activités interaméricaines, l'OUI est un réseau académique qui s'est imposé comme un acteur incontournable et un point de référence essentiel pour la communauté de l'enseignement supérieur des Amériques, du nord au sud, y compris la Caraïbe. Donc, je reviens sur ce que je disais au début, c'est quand même assez intéressant qu'on l'ait un peu perdu de vue ici. Conclusion, je vais quand même relever ce problème-là parce que il m'apparaît qu'on peut toujours rendre compte de ce devoir de mémoire, mais il y a un problème peut-être plus grave que je voulais soulever, plus grave au sens théorique, là. Le fait que l'OUI représente une initiative irremplaçable ne devrait pas nous empêcher de soulever un problème de fond qui ne concerne pas uniquement cette organisation, mais qui touche à l'ensemble des processus d'internationalisation au pluriel. Alors, c'est là que ce qui serait intéressant d'approfondir, je ne sais pas si je le ferai dans le texte, vous verrez, là, vous autres, c'est vous autres qui êtes les gardes-barrières après tout, c'est de voir comment l'internationalisation, au mieux les internationalisations, reposent sur différents modèles. Alors, je cite ici, c'est assez intéressant d'ailleurs, un texte de Keenan et Vallée, qui avait les deux fait un travail pour Igloo. Donc, c'est un document qui est un document des cours qui était donné par l'Institut, et c'est un document qui est publié, deuxième édition publiée en 1994. Donc, ils se posent eux-mêmes la question des internationalisations et qui avance pour ça 3 modèles. Bon, le modèle fondé sur la concurrence pure et simple, le modèle qui est fondé, si on veut, modèle qu'ils appellent, eux, modèle libéral, qui est fondé davantage sur la coopération que sur la concurrence pure et simple, et finalement le modèle social. Donc, un modèle d'émancipation, etc., là, le modèle vraiment dans l'esprit des services aux collectivités tel que ça a été présenté tantôt. Le problème, c'est qu'on a ces 3 modèles dans les universités qui ne sont pas nécessairement, on ne peut pas faire la caricature de dire le modèle concurrent, c'est les recteurs, le modèle libéral, c'est les administrations, puis le modèle social, c'est les profs. Ça serait trop beau. C'est pas ça du tout. C'est qu'on voit que les modèles, il peut y avoir des universités, des recteurs qui ont des modèles sociaux qui sont plus avancés que certaines de leurs équipes de recherche. Ce que j'essaie de dire, c'est que les internationalisations deviennent maintenant tout un ensemble d'activités à l'intérieur des établissements qui ne sont pas nécessairement convergentes, qui peuvent être contradictoires et qui créent autour de cette question d'internationalisation une étonnante dissonance dans le contexte actuel. Alors, je vais seulement soulever cette question-là parce que je crois qu'aujourd'hui, dans les universités, on est pris avec ça. Et la question, c'est de savoir comment arbitrer, comment négocier ces compromis avec service à la collectivité. Pour une école de sciences de la gestion, service à la collectivité, c'est de ne pas perdre son label EQUIS et d'être en lien avec les milieux d'affaires. Et s'il perd ça, il perd ses étudiants. Alors que dans d'autres contextes, en sociologie, par exemple, il faut faire du social, il ne faut surtout pas toucher au lucratif, parce que sans ça, on va aller en enfer. Alors, donc, il y a tout un ensemble de questions là, que je voulais soulever à la fin et terminer de la manière suivante, parce que j'imagine que j'ai fini. En ce sens... Ça fait 9 minutes depuis les 7. Ça fait combien? Là, je n'ai pas. Ah bon, d'accord. Bon, je vais finir avec un souhait. Il reste à se souhaiter en terminant que toutes les constituantes et le siège social se réimpliquent de manière soutenue dans l'OUI et ses programmes. Il y aurait toute une petite histoire à faire sur cette... Au revoir. Au revoir.